Tu vois comment, en s'intéressant à une chose complètement méprisée, il a découvert un domaine fabuleux. Le polymère, c'est le domaine de toutes les matières plastiques, quoi. Les caoutchoucs, tout ça, c'est lui quoi, qui l'a découvert. Allô tout le monde, bienvenue à Objet UX, où on s'entretient de la place de l'utilisateur dans le design d'objets. Cette semaine, on a la chance de recevoir Miguel Aubuy. Miguel a commencé son parcours en recherche fondamentale, puis est passé en R&D, donc recherche et développement, dans le monde de la créativité et de l'innovation. Ensuite, a fait un peu d'entrepreneuriat et a même fondé une maison d'édition avec des amis et maintenant enseignant au HEC Montréal. Donc, sans plus tarder, on l'accueille. Allô, Miguel. On vient de voir ton parcours professionnel, les grandes lignes là, ensemble. Puis comment j'aime toujours commencer un épisode, c'est en débutant par une petite anecdote de ta part sur un événement, je sais pas, quelque chose qui t'aurait marqué dans ton parcours. Il y avait plein de trucs que j'avais envie de partager, puis il y en a une en particulier qui m'avait vraiment marqué. Donc, je peux la partager avec les gens qui nous écoutent. C'était au moment où je soutenais ma thèse. Donc, j'ai fait la recherche fondamentale, comme tu l'as mentionné, en physique théorique. Et puis, l'endroit où je travaillais, c'était un laboratoire qui était dirigé par un monsieur extraordinaire qui s'appelait Pierre-Gilles de Gennes. Il était extraordinaire, c'est pas moi qui l'ai dit, il a eu le prix Nobel de physique juste avant que je commence ma thèse. Donc, vraiment un type genre génial, quoi. OK. Et même dans l'intitulé, dans mon souvenir, dans l'intitulé du prix Nobel, il le comparait à Newton, donc c'était Newton du XXe siècle. Enfin, vraiment un type hors norme. Et donc, moi, j'ai 25 ans, je soutiens ma thèse, et puis en France, tu parles pendant 45 minutes, puis au bout de 45 minutes, il y a une espèce de jeu de questions entre l'étudiant et puis le jury, quoi. Évidemment, il était directeur, enfin président du jury. Et puis, à un moment, il s'adresse à moi et puis il commence en disant écoute, en t'écoutant, j'ai pensé à un truc, corrige-moi si je me trompe. Et puis, il pose une question de physique fondamentale sur ce que j'étais en train de faire. Et ça m'a toujours marqué parce que je trouve ça extraordinaire, ce monsieur complètement génial, vraiment objectivement génial, quoi. Je veux dire, qui a 60 ans à l'époque, qui s'adresse à un petit gars qui connaît rien à la physique, qui a 25 ans et qui lui dit corrige-moi si je me trompe. J'ai trouvé que c'était une leçon d'une classe absolue, quoi. En fait, jamais j'ai oublié cette leçon et voilà, et je la garderai, je pense, toute ma vie parce que être capable après une carrière et un esprit aussi extraordinaire de parler comme ça à un étudiant de 25 ans, j'ai trouvé que c'était une belle leçon à retenir, quoi. Voilà l'anecdote que j'avais envie de partager. Puis c'est dans le fond, c'est sa manière, genre, d'apporter, et même étant donné sa stature, d'apporter la question, mais on l'a ouverte, dans le fond, qui t'a touché. C'est ça, en fait. Effectivement, il y a cette attention-là à l'autre, en fait, qui est probablement le sujet que tu veux qu'on aborde ici, en fait, un des sujets que tu veux que tu abordes. Et effectivement, je n'avais pas pensé comme ça, mais c'est effectivement un indice d'une écoute particulière, quoi. Puis est-ce que, juste par curiosité, sa question était en lien avec quoi, mettons? Je sais pas si t'en souviens, que ça m'intrigue. Ah, est-ce que je me souviens de la question Non, j'avoue que je me souviens Ou plus. juste même C'est ta quoi thèse était en lien avec quoi, juste parce que j'aime toujours ça aller plus loin. Ben oui, ma thèse, je travaillais donc en physique théorique, donc c'était vraiment des calculs mathématiques sur les joints adhésifs. Donc pourquoi est-ce que quelque chose colle, en fait? Tu vois, quand tu prends deux pièces de plastique ou de métal, tu mets une goutte de colle entre les deux, ben, ça colle. Et c'est un phénomène assez mystérieux qui a été mal considéré ou pas considéré par le monde académique jusque ouais, à peu près les années 60, 80 en fait. Et de Gênes, Pierre-Gilles de Gênes, c'est un des premiers à s'y être intéressé en tant que physicien théoricien en disant mais voilà, c'est quoi ce qu'il y a derrière ça? Et moi, je travaillais sur qu'est-ce qui se passe quand tu fais couler le liquide de colle dessus, en fait, comment est-ce que ce liquide s'organise, en fait. Donc voilà, donc ça portait là-dessus sur ma thèse. En fait. C'est quand même intéressant pour le côté objet de objet UX, parce que en design industriel, il y a toujours l'aspect de comment est-ce qu'on va faire tenir ces deux matériaux ensemble, comme si j'ai ma fameuse gourde que je trouve qui tient avec un joint à filet classique, mais tu sais, ça aurait pu, on peut coller des choses. Puis souvent, la problématique avec la colle, c'est genre, est-ce que réellement ça va durer à travers le temps, tu sais, puis il y a beaucoup d'enjeux
par rapport à ça au niveau de l'économie circulaire, des choses de même qu'on parle aussi. Effectivement, un magnifique sujet en fait. Est-ce que c'est beaucoup, Jean, c'est juste par curiosité dans le mode objet, est-ce que c'est beaucoup au niveau des polymères ou des plastiques ou il y avait aussi des cols d'autres matériaux ou comment ça fonctionne? Effectivement, les cols sont des joints, sont des liquides de polymères en fait. Et ma thèse portait sur la physique statistique des polymères aux interfaces, pour utiliser le terme technique, en fait, effectivement. Donc tu vois, tu as une espèce de surface et tu te demandes si ça fait des boucles. Un polymère, c'est une longue molécule comme une espèce de collier de perles. Et quand il se pose sur la surface, il fait des boucles, des petites, des grandes. Et en analysant ces boucles-là, on est capable de comprendre un peu plus la force nécessaire pour les séparer, en fait, quand elles sont attachées. Donc, ouais, c'était vraiment à cheval entre la physique et la chimie. Moi, toute ma vie, tu l'as mentionné, j'étais à cheval entre plein de domaines, entre la science et l'ingénierie, entre l'art et puis la science. Enfin, donc, ça se retrouve aussi dans ma thèse, même si à l'époque, je ne le savais pas. Fait que sais-tu de cette thèse-là que tu es tombé à la partie un peu plus R&D qu'on a parlé, que j'ai parlé à l'introduction? C'est-tu l'envie du matériau, des choses comme ça que tu as amené après ça vers un peu la R&D? Pas vraiment, en fait. Ce qui m'a plus attiré vers ça, c'était la dimension de créativité. Okay. Comment dire, la physique, c'est un vieux domaine extrêmement formel dans le monde académique. Et il y a tout un tas de barrières, en fait, qui sont liées à l'histoire, en fait. Et tout d'un coup, on m'a fait participer à une séance de remue-ménage, de brainstorming. Et je me suis dit, waouh, là, il y a quelque chose d'abord d'extrêmement excitant pour ceux qui ont participé à une séance de brainstorming, de remue-ménage, ils savent ce que ça veut dire. Et puis surtout, j'avais envie de comprendre ce qu'il y avait derrière, en fait. C'était toujours mon côté chercheur, si tu veux, en fait. J'avais vraiment envie de me dire, mais la créativité, c'est pas comme si c'était un sujet neuf, mais j'avais l'impression qu'on n'avait pas porté un regard dessus qui permettait de comprendre les fondements de ce que c'était de la théorie. Donc à partir de là, je me suis dit, waouh, j'avais l'impression, pour répondre à ta question, que tout d'un coup, je tombais sur un sujet qui était un sujet neuf. Tu vois, quand tu fais de la physique, ben voilà, tu es là, tu es 400 ans après Newton, je veux dire, il y a des choses à découvrir, bien sûr, mais c'est pas comme si tu défrichais un sujet nouveau, quoi. Enfin, et là, avec la créativité, avec mon regard de physicien théoricien un peu particulier, enfin, il fallait être fou aussi pour se lancer là-dedans en se disant qu'on peut apporter quelque chose, mais j'avais le sentiment que c'était mon sujet, quoi, en fait, que j'arriverais à dire quelque chose dessus, quoi. C'est très irrationnel à un moment, la recherche. Hein. Tu te dis, waouh, là, il y a quelque chose qui me fait vibrer. Et donc voilà, c'était aussi, tu vois, tout mon parcours, que ce soit la recherche fondamentale, la recherche technologique, l'entrepreneuriat, tout ça, c'est une manière d'explorer différentes facettes de ce que c'est que l'innovation, de la créativité. Et donc j'ai compris que j'avais trouvé mon sujet en allant vers la créativité. Et la première manière de le faire, c'était vraiment de faire de la créativité concrètement pour les entreprises. Je n'avais pas envie de faire la théorie de la créativité, de lire des livres de théorie de créativité, j'ai envie de la vivre. Et c'est comme ça que je me suis mis, avec des amis, à créer cet endroit un peu particulier à Grenoble, en France, pour faire de la créativité. Oui, tu ouvres là-dessus, puis ça m'intrigue un peu. Peut-être, je pense que pour les auditeurs, ça peut être intéressant de parler justement de ça. Qu'est-ce que tu avais à fonder un lab, Dino, c'était ça, à Grenoble? Donc, on est au début des années 2000, et puis à l'époque, les gens des technologies comprennent quelque chose de nouveau à l'époque, en tout cas, c'est que entre la bonne idée de l'ingénieur et puis le produit qui rencontre un succès, il y a une espèce de fossé. Et ce fossé, il n'est pas du tout dû à la technologie, il n'est pas du tout dû à l'ingénieur, il est dû à la société, il est dû à ce qui se passe autour, qui échappe à la culture, etc. Et donc, à l'époque, tu vois, le design thinking, la pensée design a été créée en 1999, donc ça venait de sortir, cette idée de dire, quand on veut faire un produit nouveau, il faut commencer par aller voir un client potentiel pour l'écouter, quoi. Eh bien, ça venait de sortir. Donc, on a amené dans ce laboratoire de R&D, qui était une espèce d'océan d'ingénieurs, 1500 ingénieurs autour de nous, on a apporté des approches de créativité, des approches de sociologie aussi. Dans le laboratoire où on était, il y avait des sociologues, il y avait des gens qui étaient des artistes, il y avait des gens qui étaient des ingénieurs. Et on a créé à partir de ce mélange-là des nouvelles méthodes, des manières de comprendre la créativité et l'innovation. Et c'est à partir de là que je me suis aperçu, au bout d'un moment, que ce qu'on avait fait collectivement, tous ensemble,
ben, personne ne l'avait fait avant, quoi. Enfin, tu vois, quand tu es pionnier, quand tu avances comme ça, que tu essayes des choses sans te préoccuper de savoir si c'est possible ou pas, ben, c'est là où tu commences à voir des choses que personne ne voit, quoi. Et donc, c'est cette expérience fondatrice, en un sens, avec en background tout ce que je connaissais de la découverte scientifique, mais cette expérience fondatrice qui m'a donné les bases intellectuelles pour me dire là, il y a vraiment quelque chose à formaliser, il y a vraiment quelque chose à creuser, quoi, en fait. Donc, c'est ça que j'ai ensuite amené dans l'entrepreneuriat, dans l'enseignement, dans plein de choses, quoi. Okay, super. Ben, je pense que c'est un super beau point pour arriver à plus le fondement de l'épisode. On voulait parler aujourd'hui de l'importance de poser des questions naïves. Je pense que c'est quelque chose que j'avais tiré d'un de tes TED Talks, je pense. Au niveau du fait que c'est bien de poser des questions, mais même plus que de poser simplement des questions rhétoriques ou poser des questions naïves. Ouais. Puis j'aime mieux que toi t'en parles que moi. Donc, je te laisserai sa parole par rapport à ça. Effectivement, il y a comment dire, ce qu'il y a derrière, en fait, ton sujet, c'est la curiosité. La curiosité qui est, comment dire, quelque chose d'extrêmement important et d'extrêmement négligé de notre culture. Il y a plusieurs faces à la curiosité, hein. Il y a une face qui est, comment dire, une face qui est méprisée. Tu vois, tous les grands livres de notre culture nous expliquent que la curiosité est une mauvaise chose. On commence par l'Ancien Testament, la Bible. Adam et Ève croquent dans l'arbre de la connaissance, et c'était la seule chose qu'ils n'avaient pas le droit de faire dans le paradis. Donc, parce qu'ils ont été curieux de ça, eh bien, ils ont été chassés du paradis. C'est pour ça qu'on est obligé de s'habiller, on a honte d'être tout nu, et c'est pour ça qu'on est obligé de travailler pour manger. Enfin, voilà, tous nos malheurs viennent de là. La scène même est géniale quand tu la regardes en détail, en fait, parce que le serpent, donc c'est le serpent qui suggère à Ève, en fait, d'aller croquer dans la pomme de l'arbre interdit. Le serpent qui, au passage, est considéré comme l'animal le plus intelligent de la création, en fait. Après l'humain, évidemment. Donc, tu as l'animal le plus intelligent qui te dit va croquer dans cette pomme-là, et puis il ajoute si tu le fais, il s'adresse à Ève, hein, si tu le fais, tu vas devenir à l'égal d'un dieu. C'est super intéressant cette phrase-là, parce que tout le monde l'oublie, cette phrase-là. Mais effectivement, enfin voilà, Adam et Ève croquent dans la pomme. Au passage, pourquoi c'est une pomme? Parce que c'est un jeu de mots en latin. Le mâle, ça se dit malus, et la pomme, ça se dit malum. Donc en fait, le pommier, c'est une référence à l'arbre du mal, quoi, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est un jeu de mots. Donc voilà, donc ils croquent la pomme, ils sont chassés du paradis. Mais voilà, ce geste de curiosité, d'aller s'intéresser à un savoir interdit, c'est le geste fondateur de tous les innovateurs. Voilà, on peut dire que Steve Jobs, quand il a créé Apple, il a croqué dans la pomme. C'est pas un hasard si jamais il a choisi cet emblème, en fait. Et parce qu'il a croqué dans la pomme, il est devenu l'égal d'un dieu. Enfin, tu vois, symboliquement, c'est une star. C'est ce qu'on appelle une star. Okay. Donc, tu vois qu'il y a vraiment quelque chose de très fort là-dedans. Donc, il y a un côté négligé, méprisé. Enfin, il y a cette expression. Toute ma vie, je combattrai cette expression, c'est que la curiosité est un vilain défaut. Non, c'est pas un vilain défaut. C'est une qualité extraordinaire. C'est la qualité nécessaire pour faire quelque chose de nouveau, pour apporter quelque chose au monde. C'est ce qu'il y a de commun à un scientifique qui va découvrir une théorie nouvelle du monde, un effet nouveau, à un ingénieur qui va créer un objet que tout le monde va acheter, à un entrepreneur qui va créer une entreprise, etc. C'est ça qu'il y a en commun. Donc, deux faces, un peu comme une montagne, il y a deux faces. Il y a la face interdite et puis il y a la face extrêmement valorisée. C'est une sorte de paradoxe, si tu veux. On vit dans un monde où il y a une injonction d'innover. On dit aux entreprises, vous devez innover. Et on a raison de le dire, parce qu'effectivement, si elles n'innovent pas, elles sont en danger. Mais en même temps, en parallèle de ça, on interdit la curiosité. Quand je dis on l'interdit pas officiellement, mais on l'interdit culturellement. Par exemple, on ne l'enseigne pas. Personne ne nous a enseigné la curiosité, en tout cas moi, quand j'étais petit. Qu'est-ce que c'est que la curiosité? C'est trois choses. C'est, comment dire, l'indiscipline comme attitude, c'est-à-dire ne pas être limité par les barrières qu'on a mises à l'intérieur des domaines du savoir, quoi, en fait. Comment dire, voilà, celui qui est curieux se fiche de savoir si jamais ce qu'il est en train de faire appartient à un autre domaine que celui d'où il vient, quoi.
Enfin, voilà, c'est toujours ça. Ouais. On oublie, mais Galilée, qui a fondé la physique, par exemple, c'était un médecin, c'était un étudiant en médecine. C'est fascinant de le comprendre, quoi. Donc, c'est l'indiscipline, c'est la moralité comme principe. Quand je dis la moralité, c'est L' amoral. Donc, c'est faire des choses qui sont amorales, en fait, qui n'ont pas de morale. On ne sait pas si c'est bien ou c'est mal, en fait. Et c'est bien pour ça que c'est interdit ou c'est réprimé, la curiosité. C'est que, en étant curieux, on brise la hiérarchie des valeurs dans la société. On s'intéresse à quelque chose qui n'a aucun intérêt, qui n'est pas beau, qui est sale, qui est vulgaire, qui est tout ce qu'on veut. Et c'est parce qu'on s'intéresse à cette chose qui est sale, vulgaire, qu'on va créer quelque chose de nouveau, quoi, en fait. C'est du côté de naïveté, dans le fond, de ce que tu disais, là. Il y a une chose qui m'intrigue par rapport au côté naïf, puis je pense que ça me travaille juste personnellement, c'est toute l'idée de poser des questions naïves dans un milieu un milieu professionnel où il faut vivre son expertise, avoir l'air intelligent, avoir l'air compétent. Je trouve que c'est quand même dur à habiter, l'idée de se mettre à poser des questions naïves, puis après ça, de peut-être minimiser ce qu'on est capable d'apporter. C'est très juste, et ça fait partie de cette espèce de répression généralisée de la curiosité. Tu as mentionné le TED Talk que j'ai fait qui s'appelle, dans mon souvenir, « Pourquoi sommes-nous si bien préparés à ne jamais découvrir ?» en fait. Pourquoi je dis pourquoi la réponse, c'est tout simplement parce qu'on ne nous apprend pas à être curieux, donc on ne nous apprend pas à découvrir quelque chose de nouveau, quoi. Et à l'intérieur de ça, je raconte l'histoire de Perceval le Gallois, qui est une vieille histoire, qui est un conte au départ, une littérature orale, l'an 1000 en Bretagne. C'est Chrétien de Troyes qui l'a transcrit en livre. Et c'est l'aventure d'un chevalier qui est un enfant qui est très curieux, et puis parce qu'il devient éduqué, il perd cette curiosité. Parce qu'il perd cette curiosité, il va être incapable de réussir une épreuve qu'on lui demande, en fait. Une épreuve qui consiste juste à poser une question, tout simplement. Et donc, ce que tu racontes, ce que tu vis, ce que tout le monde vit, qui est de dire, dans un milieu professionnel, on attend de nous qu'on soit le plus intelligent possible. C'est une des facettes de cette répression de la curiosité, c'est-à-dire qu'on ne peut plus montrer son ignorance. Et il y a une phrase que j'adore, que tu connais aussi, de Mark Twain, qui disait « Ils ne savaient pas que c'était impossible et c'est pourquoi ils l'ont fait. » Ouais. Tu connais cette phrase. Et ce qui est génial dans cette phrase, si tu fais attention, c'est qu'elle explique que l'ignorance, ils ne savaient pas que c'était impossible, est une vertu. Elle t'explique que de ne pas savoir que c'est impossible, ça te permet d'avancer, quoi. En fait, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, il y a vraiment cette contradiction, ce paradoxe dans nos cultures. C'est comme les gens, quand tu développes une expertise dans un domaine clé, souvent tu arrives là, dans le fait que tu sais rien, bien, ça te donne envie de l'essayer. Ensuite de ça, tu te rends encore plus compte de l'étendue de ton non-savoir. Plus que tu grattes, comme toi, tu étais tombé dans l'addition de deux polymères ensemble qui se collent, puis pourquoi, puis comment. Mais moi, en design industriel, disons, je l'ai déjà fait à magasiner une colle pour placer deux polymères ensemble. Puis déjà là, j'ai développé une expertise dans le coller des choses. Puis tu t'es rendu jusqu'à une thèse. Puis encore là, j'imagine que tu disais que tu ne savais pas tout, j'imagine. Effectivement. Et c'est, comment dire, c'est ça qui m'a guidé toute ma vie. C'est cette idée que je ne savais pas plein de choses et que même parmi les choses que je savais, j'étais ignorant de beaucoup de choses, si tu veux. Et c'est ça la différence, je dirais, avec la vaste majorité des gens que j'ai croisés, quoi. En fait, il y a comment dire... Il y a ce que j'ai appelé dans un de mes livres, je crois que c'est dans le livre qui s'appelle Des hommes couverts de nuages, qui est un livre spécifiquement sur la curiosité. J'ai inventé un mot, j'ai dit, il y a une maladie qui s'appelle la maladie du verdict, en fait. Okay. Le verdict, en latin, c'est à la fois le jugement, et c'est verodictum, c'est la chose vraie. Voilà. Et qu'est-ce que c'est que la maladie du verdict? C'est plus tu montes dans les étages de la connaissance, tu vois, baccalauréat, maîtrise, doctorat, plus tu sais de choses, bien sûr. Mais c'est pas parce que tu sais plus de choses que tu dois être moins ignorant. Il faut continuer à garder cette ignorance fondamentale qui est au cœur de la créativité. Et pourquoi c'est un piège? Parce que les gens qui sont très savants, en fait, ils ont l'impression que quand ils ne sont plus savants, c'est-à-dire quand ils sortent de leur zone de confort, quand ils sortent de leur domaine d'expertise, par exemple, eh bien, ils ont perdu la capacité de juger les choses. Tu vois ce que je veux dire? La chose vraie, la chose juste, en fait. Et c'est un piège parce que j'en ai vu beaucoup comme ça autour de moi, des gens qui étaient extrêmement savants, mais qui se sentaient tout bêtes d'aller dans un domaine qu'ils ne connaissaient pas. Parce que pour eux, c'était très important de continuer à être la personne qui sait, qui est l'expert, si tu veux, quoi. Et
quand tu sors de ta zone de confort, tu n'es l'expert de rien, quoi. Et c'est un piège parce que ça t'empêche de découvrir des mondes nouveaux, ça t'empêche de découvrir des choses nouvelles, ça t'empêche de réfléchir, tout simplement. C'est exactement ce que tu dis dans le monde professionnel, quoi. En fait, c'est pas parce que voilà, on t'a embauché, on sait que tu es bon, que tu es un expert, mais ça ne doit pas t'empêcher de poser des questions naïves, quoi. En fait, tu vois ce que je veux dire, quoi. Et des fois, derrière les questions naïves, il y a des trucs fabuleux qui se passent, quoi. C'est un peu là où tu t'empêches de tomber sur ce qu'on appelle un insight. Je pense qu'on t'en parles beaucoup dans tes cours aussi au HEC de l'idée d'insight, puis comment est-ce qu'on peut aller le chercher, aller le quérir, puis souvent ça va être, si on ne pose pas ces questions-là, si on a peur de la question naïve, je pense qu'on peut passer à côté. Et on n'y arrivera jamais, en fait, parce que l'innovation commence par l'insight, par ce que j'appelle l'observation clé, c'est-à-dire une sorte de détail complètement méprisé auquel personne ne fait attention, mais qui est quelque chose qui va conduire le héros jusqu'au bout de sa quête, quoi, en fait. Et c'est vachement intéressant de voir, par exemple, comment toute cette curiosité-là, elle a quitté le monde académique, le monde universitaire, le monde savant, pour se réfugier dans le monde des contes, en fait. Parce que dans le monde des contes, c'est le monde de la connaissance de ceux qui n'ont pas accès à la connaissance. Tu vois, les contes sont des sortes d'enseignements pour les gens qui n'ont pas accès aux études. Et tu trouves dans les contes plein d'exemples de curiosité fabuleuse, d'attention aux autres extraordinaire. Enfin, tu vois, il y a ce schéma qui est classique dans un conte où tout d'un coup, le héros qui est en train de cheminer, il n'arrive pas à trouver son truc et puis il croise un crapaud. Un crapaud, c'est un animal monstrueux, moche, sale. Ou alors c'est une vieille dame, tu vois, au sourire édenté, pouterne. Ou alors c'est, je sais pas, quelque chose qui n'est pas considéré par la société. Et là, il se passe deux choses. Soit le héros méprise cette chose qu'il a en face de lui, ce crapaud, cette vieille femme, mais alors là, il pourra toujours continuer pendant 1000 ans, il n'arrivera jamais à trouver la solution à sa quête. Soit il considère cette chose-là comme aussi importante qu'un ami, qu'un roi. Il s'agenouille, si tu veux, devant cette chose-là. Et là, parce qu'il s'est agenouillé devant le crapaud va lui donner la solution. Et tu vois, c'est la métaphore de la curiosité. Je m'intéresse à quelque chose que tout le monde considère comme étant sale, sans intérêt, sans valeur, très bas dans la hiérarchie des valeurs. Mais parce que je m'intéresse à cette chose extrêmement sale, eh bien, je vais devenir un héros, je vais être un innovateur. Puis est-ce que tu aurais un exemple, genre un moment, soit qui t'est arrivé à toi dans ta vie professionnelle, ou je sais pas, ça peut être de l'extérieur aussi, soit, même ce qui m'intrigue, c'est à quel moment est-ce que tu as fait le lien entre crapaud et insight, ou je sais pas, ça m'intrigue, je sais pas si tu as quelque chose à partager par rapport à ça. J'ai plein de choses à partager. Par exemple, tu vois, on a mentionné mon travail de scientifique de recherche fondamentale sur les polymères. Polymères, c'est ces longues macromolécules, donc tu prends une sorte de spaghetti, mais chaque élément est une molécule, ils font des millions et des milliards parfois de petites perles. Okay. Ça a été découvert par un monsieur qui s'appelle Hermann Staudinger en 1922. C'est chimiste allemand, c'est la grande école de chimie allemande. Et ce qui est extraordinaire dans cette histoire, c'est que Hermann Staudinger, c'était un spécialiste de ce qu'on appelle la chimie organique, donc les matériaux nobles, si tu veux. Et c'était un grand spécialiste, vraiment, il était sur la voie royale pour avoir des accomplissements extraordinaires. Et à l'époque, il se passait un truc dans les laboratoires de chimie que personne ne comprenait. Parfois, quand tu mélanges deux molécules, au lieu de faire un liquide classique, qui contient une autre molécule, ça prend en masse, comme un bloc. Poum. Okay. Tu verses le liquide et ça prend en masse. Et personne ne sait ce que c'est, quoi, à cette époque-là. On considère ça comme une espèce de rebut. Alors, on prend le bécher, on jette dans la poubelle et puis on recommence l'expérience différemment. Et lui, il commence à s'intéresser à ça. Il va regarder dans la poubelle, il se dit, mais c'est quoi ce bloc? Et à l'époque, on ne sait pas ce que c'est. Et en faisant ses recherches, c'est lui qui a l'idée de dire, en fait, ce bloc, il est constitué d'immenses molécules tellement gigantesques qu'elles s'enchevêtrent et que ça ne peut plus être liquide, ça devient solide. Tu vois comment, en s'intéressant à une chose complètement méprisée, il a découvert un domaine fabuleux. Le polymère, c'est le domaine de toutes les matières plastiques, quoi. Les caoutchoucs, tout ça, c'est lui qui l'a découvert. Qu'est-ce que ça veut dire? Un rebut, dans le fond, un rebut des expérimentations. Puis c'est ça. Tout le monde considérait que c'était vraiment un truc à jeter à la poubelle, rien d'autre. Voilà un premier exemple où je me dis, waouh, là, il y a quelque chose de fabuleux dans cette histoire. Et quand tu
Moi, j'étais curieux de tout. Enfin, je le suis toujours. Enfin, c'est ça qui me caractérise. Je m'intéresse à tout, à l'histoire, à l'art, à tous les domaines. Enfin, je lis des trucs dans tous les sens. Et à force de lire des trucs dans tous les sens, comme ça, tu trouves des espèces de patterns. Tu trouves des choses qui... Tu vois, un jour, je lis Chrétien de Troyes, l'histoire de Perceval. Je me dis, mais damnette, c'est l'histoire de Stollinger qui raconte. Quoi. En fait, être capable de s'intéresser à une chose sans intérêt, c'est vraiment ça. Puis un jour, je vois un autre film qui s'appelle Rencontre du troisième type. Et puis, il raconte exactement la même histoire. Là, tu dis, il y a un pattern, il y a quelque chose qui y a derrière, quoi, en fait. Et voilà, enfin, et c'est comme ça que ça commence. Et là, tu dis, waouh, il y a peut-être quelque chose à exploiter. Et donc, tu commences à creuser ce filon, et puis, effectivement, tu trouves que derrière, il y a ça, il y a la curiosité, il y a cette histoire-là. Et je vais revenir sur la question que tu poses, parce que j'ai découvert récemment un truc que je trouve génial ici, mais que j'adore partager. Tu vois, les Grecs anciens, ils avaient la créativité. Ils n'appelaient pas ça la créativité, ils appelaient ça la métisse. La métisse, c'était une espèce de ruse. C'est soit la ruse du navigateur qui est dans la tempête, dans son bateau, et qui arrive quand même à bon port alors qu'il n'y a plus qu'à refaire. Tu ne sais pas comment faire. Tu trouves une solution quand il n'y a plus de solution. Soit c'est la ruse du chasseur, par exemple, qui se cache pour arriver à attraper un animal. Se cache ou se camoufle, ou fait semblant d'être un rocher, une pierre, que sais-je. Donc c'est ça, pour les Grecs, c'est ça la créativité. Et puis il y avait de l'autre côté un autre truc qui s'appelait la philosophia, le savoir. Philosophia en grec, c'est j'aime le savoir, philaïn sophia. Okay. Donc tu avais ces deux savoirs. Tu en avais un qui était plutôt populaire, la métisse, la ruse, mais qui était aussi important pour les gens savants. Et puis il y a l'autre qui est plutôt qui a été, comment dire, développé par les grands philosophes qu'on connaît. Et donc, tu as ces deux trucs. Et puis, à un moment, il va se passer un truc, c'est que quand les philosophes grecs vont prendre le pouvoir, aidés un peu plus tard par les chrétiens, ils vont dire, la seule chose qui compte, c'est la sophia, c'est la philosophie, et la métisse n'a aucune valeur. Elle n'a aucune valeur pour plein de raisons historiques, si tu veux. L'idée que la ruse, par exemple, c'est pas une valeur qui est complètement... qui est bien considérée dans la Grèce antique, si tu veux. C'est considéré comme une filouterie, si tu veux. C'est considéré comme quelque chose... C'est pas noble, la ruse. Ça peut être un peu mesquin, j'imagine. C'est dans l'idée où si t'es rusé, tu peux peut-être profiter, puis profiter, c'est mal vu. C'est ça. Il y a un texte majeur là-dessus, où c'est une course de char, où le gars, il arrive à gagner, alors qu'il n'a pas les bons chevaux pour gagner, si tu veux. Okay. Donc, c'est l'exemple même de la métisse. Il arrive à faire une espèce de coup un peu tordu, limite légal, si tu veux, mais il arrive à gagner. Donc, tu vois, tu comprends pourquoi cette métisse, elle est mal vue, parce que ça te permet de gagner alors que tu ne devrais pas gagner, si tu veux, selon toutes les lois, quoi, en fait. Mm-hmm. Donc, voilà pourquoi, tout d'un coup, il y a 2500 ans, on se dit, la seule chose qui compte, c'est la philosophie, et la créativité ne marche pas. Pas intéressant. Et voilà comment le système académique a fait que, qui est issu de la philosophie, elle ne considère que le savoir, elle ne considère pas la créativité. On n'enseigne pas encore la créativité, enfin, dans certains rares endroits un peu là. Mais voilà. Ce qui est intéressant, c'est que quand tu regardes, en fait, la créativité permet à quelqu'un qui n'a pas, a priori, la fortune, la richesse, si tu veux, la noblesse, de devenir noble. D'accord ? Parce qu'effectivement, Steve Jobs, c'était un orphelin. Enfin, voilà, il a été abandonné par ses parents. Souvenons-nous, quoi. Donc, tu prends quelqu'un qui est orphelin dans cette société, qui n'a à peu près aucune richesse, aucun réseau, il va devenir un des personnages les plus importants du siècle. Donc, tu vois comment quelqu'un qui, a priori, n'est pas parti dans la vie pour être ni célèbre ni riche, va devenir célèbre et riche. Donc, c'est un moyen de contourner les lois de la hiérarchie de la société, si tu veux. Donc, c'est pour ça que c'est réprimé. J'aimerais avoir pour faire un saut là-dessus, c'est une chose qui m'intrigue actuellement beaucoup, c'est l'idée de la créativité comme étant quelque chose d'inné. Il y a des gens qui naissent avec un haut niveau de créativité, d'autres avec un niveau de créativité qui est plus bas. Puis, étant donné que tu as passé beaucoup de temps à réfléchir là-dessus, c'est toujours quelque chose qui me travaille. Moi, je suis en arrière, j'ai le livre Creative Confidence, où c'est un des gars de IDEO qui parle du fait que pour lui, la créativité, c'est tout le monde là, mais on l'a perdu, des choses comme ça. Je me demande, toi, c'est quoi ta vision par rapport à ça, ou tes questionnements? Ou... C'est une question super intéressante. C'est une question naïve, donc super intéressante et super difficile. Je te remercie. Alors, moi, j'ai écrit un bouquin il y a 2 ans qui s'appelle « De quoi la créativité est-elle le nom ?» où je montre,
j'ai fait, je crois, une découverte, c'est qu'il y a deux types de créativité. Il y a une créativité qui est celle qui est valorisée dans notre culture, qui consiste à créer quelque chose de nouveau. Une œuvre d'art, une technologie, une entreprise. Tout ce qu'on met derrière le mot créativité dans notre culture. Mais il y a une autre forme de créativité qui est complètement négligée dans notre culture, qui est la créativité qui consiste à faire en sorte que ce qui marchait jusqu'à présent continue de marcher. Je vais le dire comme ça, simplement. C'est quoi? C'est que, tout change dans notre monde. Et si tu veux continuer à faire quelque chose que tu faisais comme avant, tu as besoin de mettre de l'énergie, de l'intelligence. Maintenant, c'est plus facile pour moi d'expliquer cette forme de créativité après la pandémie, parce que la pandémie, ça a été ça. Si tu veux, les gens se sont battus pour essayer de faire en sorte que tout continue comme avant, alors que c'était pas possible. Tu vois ce que je veux dire? Il a fallu beaucoup d'intelligence, beaucoup de créativité pour faire en sorte qu'on puisse continuer à enseigner en ligne, qu'on puisse, etc. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a ces deux formes de créativité. Moi, je pense sincèrement qu'on est tous capables de créativité, pas forcément la même. C'est mon premier niveau de raisonnement. Okay. Il y a des gens qui sont très doués dans cette créativité qu'on pourrait appeler conservatrice, mais elle n'est pas conservatrice. C'est vraiment une autre forme de créativité qui consiste à cicatriser tous les accidents de la vie, si tu veux. Enfin, tu vois, c'est dans une organisation, il y a quelqu'un qui se casse une jambe, pendant un mois, il n'est pas disponible, il y a plein de gens autour qui vont trouver des solutions pour faire en sorte que l'organisation continue de fonctionner malgré cet accident-là. Donc, il y a une vraie intelligence derrière ça. Ce n'est pas juste politique. Donc voilà, il y en a qui sont vraiment doués pour créer des choses nouvelles, il y en a qui sont vraiment doués pour faire en sorte que le système fonctionne. Et on a besoin des deux. Enfin, je veux dire, voilà, si jamais on changeait tout le temps en permanence, ce serait le chaos. Enfin, c'est d'accord. Enfin, je suis un grand défenseur de la créativité, toujours des créateurs dans tous les domaines, mais je reconnais qu'il y a aussi besoin à un moment que le système continue de fonctionner. On ne peut pas tout changer. Ben, on est dans le fond dans la optimisation continue un peu dans ce contexte-là, dans ce que je comprends. C'est ça, c'est-à-dire que, oui, c'est ça, c'est-à-dire, oui, c'est ça, c'est l'optimisation, c'est-à-dire faire en sorte que ça marche, quoi, tout simplement. On a besoin d'idées nouvelles pour faire en sorte que ça marche, parce que tout change autour de nous. Donc, premier niveau de raisonnement, je pense que chacun de nous, tout le monde est capable de créativité, mais peut-être pas forcément la même forme de créativité. Il y en a qui sont plus naturellement portés vers faire en sorte que tout fonctionne, et puis d'autres qui sont plus portés sur créer quelque chose de nouveau. Et c'est une des choses que tu mentionnes dans tes notes qui est très intéressante. Quand tu utilises cette forme de créativité qui consiste à créer quelque chose de nouveau, qui n'a jamais été vu, tu vas détruire plein de choses. C'est la phrase de Picasso que tu citais, créer, c'est détruire. Oui, en fait, je vais l'envoyer à l'instant. Donc. Merci. Ça des rebonds pour une des questions. Donc, je pense que c'est dans un de tes talks que tu as mentionné ça, l'idée de tout acte de création est d'abord un acte de destruction, qui est une des citations de Picasso. Puis je voulais savoir un peu comme, tu l'avais mentionné rapidement, je pense que je me demandais c'est quoi le plus approfondir à ce niveau-là par rapport à cette citation-là. Excellent. Je vais le faire, mais si tu permets, je vais juste terminer sur ta question qui est est-ce que tout le monde est capable de créativité? Donc, premier niveau de réponse, effectivement, tout le monde est capable de créativité, mais pas forcément de la même. Deuxième niveau de réponse, en tant qu'être vivant, on a des moments comme ça où on a besoin de se renouveler. Changer de vie, changer de projet, changer de métier, changer de qui on est, changer de blonde ou de chum, peu importe. Je veux dire, on a besoin de se renouveler. Et de ce point de vue-là, c'est toujours un acte de création du type créer quelque chose de nouveau. Donc, l'enfant est comme ça. Je veux dire, l'enfant est spontanément créatif parce qu'il a besoin de créer quelque chose qui est son identité, quoi. Mais voilà, on a dans notre culture cette idée que, une fois qu'on a atteint en gros 20 ans, on devrait ne plus changer. Mais c'est juste pas vrai, quoi. En fait, on a beau nous expliquer quand on épouse un homme ou une femme, ça doit être pour la vie. La vie est un peu plus complexe que ça, et on le sait, et heureusement, quoi, en fait. Donc, il y a des moments, je pense, où on a tous cette espèce de poussée de grandir, de faire autre chose, de vivre autrement, peut-être quelque chose. Et là, on a besoin, tous autant qu'on est, de cette forme de créativité, qui est la créativité qui consiste à créer quelque chose de nouveau, et cette chose nouvelle, c'est nous-mêmes, c'est notre futur être. C'est une phrase de Rilke que j'aime bien qui dit « deviens ce que tu es », quelque chose comme ça.
Mais je trouve ça intéressant parce que je suis dans le livre de Kelly, là, Creative Confidence, qui dit, lui, c'est plus quand on est jeune, mais on a cette espèce de créativité, là, comme tu dis, qui nous permet de nous construire, puis aussi cette espèce de naïveté de l'enfance, qu'on dit, puis je sens des questions naïves, comme on parle au début. Ensuite de ça, souvent, la société nous a amené comme une espèce de... Il y a un genre de trauma, mettons, qui fait qu'on arrête la créativité. La créativité, on se rend compte que c'est pas un outil qui est utile. Mais en même temps, je trouve que le côté d'avoir deux types de créativité, qu'il y en ait une que justement, clairement, on peut pas se débrouiller dans la vie non plus sans jamais trouver de solution à nos problèmes. Puis, tu sais, ce qui m'étonne de dire qu'on peut perdre toute sa créativité, là, parce que on est quand même des mini problem solvers. Juste le fait de se faire un repas, c'est un problem solving. C'est ça. Puis, je trouve que c'est intéressant l'idée de se dire qu'il y en a deux qui se chevauchent, puis il y en a peut-être une que je diminue à cause de quelque chose comme un trauma, comme Kelly pourrait dire, mais qui peut revenir par la suite, ou même des gens qui la perdent juste pas. Mais il y a quand même l'autre qui est sous-jacente. Je sais pas si je fais un bon résumé. Oui, bien sûr. Je rebondis sur ce que tu dis, en fait. Moi, ce qui me frappe, c'est pas tant qu'on la perde, c'est l'injonction de la société de ne pas la pousser, si tu veux. Okay. Il y a quand même diffusément dans la société cette idée que, à part les premières années, qui sont des années de développement, des années d'arriver à un stade, une fois que tu as 20 ans, tu es ce que tu es et puis tu ne dois plus changer. Tu vois ce que je veux dire? Ton identité, elle doit être construite à ce moment-là, elle ne doit plus changer. Ouais. Tu vois, la question fondamentale de notre culture, c'est qui est-ce que tu es ou qu'est-ce que sont les choses, je veux dire. Et donc, derrière cette question, il y a cette idée, une fois que tu es, je sais pas, designer, poète, avocat, notaire, tu peux pas être autre chose. Tu vois ce que je veux dire? Tu as ton identité. Et tout est fait autour de toi pour que cette identité perdure. Tes amis, je veux dire, sont là pour te renforcer dans cette identité, ta blonde, ton chum, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tous ceux qui sont autour de toi sont des sortes de miroirs qui te renvoient, voilà, t'es cette personne-là, quoi. Et ça devient très, très difficile de changer pour ça. Je veux dire, les gens qui changent, ils sont obligés de changer à la fois leurs blondes et leurs amis, tu vois ce que je veux dire, quoi, en fait. Parce que les amis, sauf ceux qui sont suffisamment fins et intelligents pour te faire confiance dans ce que tu es en train de changer, tes amis te renvoient à ta précédente identité, quoi. Ils disent, ça, ce que tu es en train de faire, c'est pas toi. Quitter pour savoir qui je suis. Enfin, tu vois, moi-même, je ne le sais pas. Tu vois ce que je veux dire, quoi. Oui. Et tous ceux qui ont changé de métier, tous ceux qui ont changé de vie professionnelle, comme moi, par exemple, se sont posés cette question-là à un moment. Je veux dire, c'est vachement difficile, je trouve, dans la culture dans laquelle on est, qui est une culture qui t'assigne une identité, toutes sortes d'identités, une identité sexuelle, une identité politique, une identité citoyenne, tu vois ce que je veux dire. C'est très difficile d'être créatif, de changer de vie, de dire, voilà, finalement, je veux être autre chose. C'est ton espèce d'idée dans les types de créativité, t'en as une qui est comme plus une créativité de rupture, puis celle-là fait peur, dans le fond, on dirait la société dans ce cas-là. Puis par la société, ça peut être genre même la société qu'on est heureuse d'avoir autour, comme les amis, puis la famille, des choses comme ça. Qui, même sans le savoir, peuvent dans le fond brimer une espèce de niveau de créativité qui serait disruptif, là, comme on dit. C'est ça. C'est un peu ça. Là. C'est ça. Et la société est ambivalente. C'est-à-dire qu'à la fois, elle déteste Picasso quand Picasso peint Demoiselle d'Avignon, mais elle célèbre Picasso quand il est mort. Quoi. Tu vois ce que je veux dire? Qu'une fois que la création est rentrée dans la culture... C'est partout on veut que tout le monde innove. Puis c'est espèce de côté, on est chaque compagnie est innovante ou elle souhaite être innovante, mais de notre côté, sans rupture. Mais complètement. C'est vraiment ça, le paradoxe dans lequel on vit. Dans le paradoxe dans lequel les gens comme toi, comme moi, les gens qui sont créateurs et créatifs, créatrices, sont. C'est-à-dire qu'à la fois, ils ont cette poussée en eux de vouloir essayer des choses nouvelles, d'avoir des idées originales, de faire changer les choses, parce qu'objectivement, ce monde a besoin qu'on change. Il n'est quand même pas super parfait, on va dire ça comme ça. Mais voilà, à la fois, il y a cet élan intérieur, cette nécessité vitale de changer les choses, et on se heurte en permanence à un mur de choses, de gens, de paradigmes qui ne veulent pas qu'on change, ni nous-mêmes en tant qu'identité, ni le monde tel qu'il est. Quoi. Fait que je pense que c'est là où la citation de Picasso de tantôt est vraiment intéressante. Là. Mais quand tu crées quelque chose, tu détruis autre chose. Alors,
Bah, en science, c'est évident. Quand Einstein arrive avec ses théories de la relativité, il détruit tout ce que les gens ont imaginé sur comment ça se passe à très grande vitesse, quoi. Donc il y a tout plein de gens à ce moment-là qui sont trouvés au chômage. Enfin, toutes les théories sur lesquelles ils travaillaient n'existent plus, quoi. Ouais, C'est vrai en science, c'est vrai en technologie. Enfin voilà, une nouvelle technologie arrive, j'en meurs. Enfin, non, l'entreprise. mais tu as dit un mot que je considère comme un gros mot actuellement, justement, étant donné le changement de paradigme dans lequel on est avec le numérique, ces choses-là, puis l'idée de chômage, l'idée d'Einstein qui était avec quelque chose de très disruptif, puis ça a amené peut-être un changement de niveau d'emploi. Puis ça, qu'est-ce que tu vois par rapport à ça actuellement, justement? Qu'est-ce que je vois? C'est-à-dire, est-ce que tu as des. Est-ce que tu as des. Je sais pas, comment on dit ça? Des idées de choses qui s'en viennent, peut-être en lien avec un changement numérique ou même l'intelligence artificielle, des choses comme ça qui vont venir faire une disruption un peu à la manière d'Einstein avec son nouvel type d'énergie qui est allé chercher. l'intelligence artificielle, c'est un mot qui rassemble une grande quantité de concepts très vagues. C'est très difficile de parler d'intelligence artificielle parce que c'est très vaste, ça veut dire plein de choses. Moi, ce qui me frappe, c'est deux choses. C'est la première chose, c'est la survalorisation du concept et de l'idée. On va vers l'intelligence artificielle parce que toute notre culture, toute notre société valorise l'intelligence. Il y a autre chose dans la vie que l'intelligence. Voilà, pourquoi est-ce que c'est si important que ça? C'est une vraie question à se poser. Enfin, tu vois, on a négligé le corps pendant des siècles, pendant des millénaires, parce qu'on a considéré que c'était beaucoup moins important, beaucoup moins intéressant que l'esprit. Mais non, le corps est aussi important que l'esprit. Cette déconnexion entre corps et esprit, elle est absurde, elle est dangereuse, et probablement c'est elle qui nous a amené à la catastrophe qu'on est en train de vivre. Donc, premier réflexe, me dire, waouh, pourquoi il y a quelque chose de suspect à valoriser autant l'intelligence. Tu vois ce que j'ai dit? Quelque chose qui interroge moi là-dessus. C'est le premier aspect. Et deuxième aspect, il y a quelque chose que je trouve extrêmement dérangeant. On met autant d'argent, autant d'énergie, autant d'intelligence pour travailler sur ce sujet-là, alors qu'on est face à des enjeux qui sont majeurs, qui sont le réchauffement climatique. Je veux dire, tu vois, parfois, en écoutant les chercheurs, pas toujours, hein, il y a des gens géniaux, il y a des gens brillants. Parfois, en écoutant les chercheurs, j'ai parfois le sentiment d'être dans la salle de bal du Titanic, quoi. Genre, continuons à faire de la musique, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Pendant que le bateau est en train de couler. Il y a un moment où il faut peut-être se poser la question de savoir si ça vaut la peine de continuer. Alors, ça vaut toujours la peine de chercher, ça vaut toujours la peine de découvrir des choses nouvelles. Enfin, je suis profondément un chercheur, tu l'as compris, et je pense que les auditeurs l'ont compris. Je cherche des choses nouvelles, je cherche à comprendre des choses que personne ne comprend. Mais que la société considère que c'est un sujet à ce point majeur pour mettre autant d'argent, enfin, il y a des enjeux de domination politique et militaire derrière, c'est clair. Enfin, ils ne font pas l'intelligence artificielle uniquement pour faire des robots d'aide aux personnes âgées, hein, soyons clairs. Ils ont plus en tête les drones et la cyberattaque du monde prochain que ça. Donc voilà, et au regard des enjeux qu'on est en train de vivre, il y a des fois où ça me pose un problème, quoi. Voilà. Fait que tu vois, il est clairement, c'est peut-être une grosse disruption technologique qui s'en vient avec des choses comme ça, mais même toi, ce que tu irais plus loin dans le sens où, encore une fois, c'est peut-être de mettre nos efforts à quelque part, peut-être on pourrait les mettre ailleurs, ça serait plus intéressant pour la société même. Ben, comment dire, ça paraît comme une... Enfin, regarde ce qui se passe en ce moment même, je veux dire, dans l'ouest du Canada. Enfin, je veux dire, est-ce que c'est pas ça, je veux dire, les vraies questions à se poser? Tu vois, on revient sur ce qu'on disait, c'est-à-dire que le problème des politiques, c'est qu'ils sont là pour faire en sorte que ce qui existait tout le temps continue d'exister. Ouais. Et ils se retrouvent face à une situation où ce qui existait tout le temps ne peut plus continuer d'exister. On ne peut plus continuer à produire autant de carbone dans l'atmosphère. C'est juste pas possible parce qu'on va tous mourir, quoi, tout simplement. Donc là, il y a un hiatus très fort. Tu vois, ils ont cette forme de créativité qui consiste comment on va faire en sorte pour que la société continue de vivre de la même manière. Et l'intelligence artificielle, ça fait partie de ces sujets-là. C'est la recherche, c'est le sujet important du moment sur la recherche. On a toujours
financer la recherche, on va continuer de financer la recherche, mais voilà, il y a cette dimension, celle de balle du Titanic, quoi. Ouais. Fait que ce que j'aurais l'impression qui fait partie plus de la catégorie de la créativité disruptive, pour moi, Léa, c'était dans ce côté-là. Toi, tu le classerais plus dans la créativité qui est plus en mode optimisation continue, puis on continue à faire marcher ce qui fonctionne déjà, plutôt que de se dire, on a une crise climatique, puis on a des choses comme ça qu'il faut régler qui seraient il faut peut-être faire une coupure, puis... c'est très paradoxal, et tu le dis toi-même, et c'est très juste de l'avoir noté. Je suis en train de dire que financer l'intelligence artificielle, c'est faire cette espèce de créativité qui consiste à continuer tout le temps, alors que même, c'est une disruption, effectivement. Ouais, mais je trouve ça vraiment intéressant, l'idée de... C'est un peu le concept simple de tout est dans tout. C'est comme, où est-ce que ça commence, où est-ce que ça finit, puis dans le fond, c'est deux grandes catégories. Je vais le redire autrement, et c'est exactement l'idée que tu as attrapée, c'est de dire, pour être conservateur aujourd'hui, il faut être révolutionnaire. C'est-à-dire, pour que le monde continue de fonctionner, c'est ça être conservateur, c'est faire en sorte que ce qui existe continue d'exister. Il faut changer la manière dont on fonctionne. Tu vois ce que je veux dire? C'est un vrai paradoxe. Ouais. C'est la conclusion à laquelle je suis arrivé à la fin de ce bouquin, qui s'appelle de quoi la créativité est-elle le nom, c'est de dire, il y a un paradoxe actuel, c'est que les prochains créatifs sont des gens qui vont pas forcément faire quelque chose de nouveau au service du monde tel qu'il existait, quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire? De garder un monde vivable, dans lequel on peut continuer. Il me semble que ça vaut la peine, de se battre pour ça, quoi. C'est un bel objectif. Je pense que ça serait un beau mot de la fin, étant donné qu'on est après arrivé à la fin de l'épisode. Puis je trouve ça vraiment tellement intéressant, l'idée d'une boucle de innover pour redevenir, retourner à un conservatisme comme éco-responsable, dans le fond. C'est ça, enfin, voilà, les tribus duquel on est issu, même si c'était il y a très longtemps, les tribus qui vivent, les peuples traditionnels qui vivent autour de nous, nous montrent l'exemple. De ce point de vue-là, eux, ils vivent sans détruire le monde. En fait, c'est ça les vrais conservateurs. Ouais, super. En tout cas, c'est vraiment un plaisir d'avoir passé un peu de temps de parler. Plaisir partagé, ça. Ouais. L'évidence. Puis, vraiment. Puis j'espère que les auditeurs ont autant apprécié que moi. Puis je pense qu'on va pouvoir remettre ça un jour. Avec joie, quand tu veux. Parfait. Merci beaucoup. Puis bonne semaine. Bonne semaine à toi. Ciao.